Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder pour cette première émission le début de la vie d'un grand homme politique et d'un génie militaire. Cet homme qui avait deux passions, l'amour ainsi que la guerre. Un mathématicien doué mais aussi fin stratège. Je veux bien entendu parler de Napoléon Bonaparte, qui devint empereur des Français en 1804. Napoléon Bonaparte était un homme qui a su s'imposer en France et en Europe, régnant sur 134 départements et 40 millions de sujets. L'Europe était à ses pieds. Il ne fut pas seulement empereur, mais aussi roi d'Italie. Il plaça de nombreux membres de sa famille sur les trônes européens. Un homme victorieux qui perdit tout en une seule bataille, celle de Waterloo, en 1815. Nous allons donc comprendre comment il est arrivé au pouvoir, comment il a atteint une si grande popularité et comment il a tout perdu avant d'être exilé sur la petite île de Sainte-Hélène, un simple caillou au milieu de l'eau. Déchiré entre sa femme, à laquelle il ne fut pas vraiment fidèle, et les guerres contre les monarchies européennes, cet homme a su imposer sa force et son génie des Lumières en France, ayant créé les lycées, la Banque de France ou encore le Code civil. Nous allons donc découvrir la vie d'un des plus grands personnages de ce monde. Nous allons découper sa vie en différents épisodes. Aujourd'hui, je vais vous parler de son enfance jusqu'à son arrivée au pouvoir en tant que premier consul. Les Buonaparte étaient une famille d'origine italienne, plus précisément de Toscane. C'était une famille de petite noblesse, installée sur l'île depuis 2 siècles et demi. Leur maison était tenue par la mère de Napoléon. Napoléon vivait dans son enfance entre une mère simple et sévère, douée d'un sens pratique, et un père d'une haute stature, qui avait fait ses études à Rome et Pise. Napoléon dit Bonaparte est né le 15 août 1769 à Ajaccio, en Corse, dans une petite maison. Il fut assez tôt surnommé Napoléon. Il eut une chance merveilleuse concernant sa nationalité, car un an avant la Corse était encore sous la République de Gênes. Mais le duc de Choiseul, qui était alors le ministre de Louis XV, réussit à négocier pour obtenir les droits de l'île. S'il était né 3 mois auparavant, il aurait été génois. Concernant le jour de sa naissance, sa mère, la très belle Laetitia Bonaparte, qui était sûrement la plus belle femme de Corse, selon de nombreuses personnes, assistait aux fêtes de l'Assomption malgré sa grossesse. Mais elle dut quitter précipitamment l'église pour sa petite maison dans une rue nommée la rue Malherba. Elle accoucha sur le canapé du salon, où étaient, selon une rumeur, des tapis décorés sur le thème de l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Alors là, naquit le fameux Napoléon. La maison des Bonaparte se visite encore aujourd'hui. Le nom de Napoléon est à la base d'origine grecque. Pour en revenir à l'histoire de la Corse, avant sa naissance, sur l'île, se forme un mouvement dirigé par Pascal Paoli, qui visite à établir une république indépendante. Mais un autre groupe se forme, celui des pro-français, favorable à une acquisition pleine et entière de la Corse. Louis XV, ayant des doutes sur la ténacité corse, soutenu par l'Angleterre, envoya des hommes sur l'île. Le père de Napoléon, Charles Bonaparte, prit parti pour les partisans et son chef de l'indépendance, c'est-à-dire Paoli. Il devint alors un des aides-de-camp de Paoli. Alors se déroulèrent des batailles comme celle de Borgo, où les Français furent vaincus en octobre 1768. Le roi envoya sur l'île environ 22 000 hommes. Le 8 mai 1769, ce fut une victoire à Ponto Nuevo par le comte de Vaux, et 3 mois après naquit Napoléon, qui échappa donc à la nationalité génoise en naissant français. Charles Bonaparte était un avocat rallié aux Français, mais aussi député de la noblesse corse auprès du roi. Il avait aussi de très bonnes relations avec le gouverneur français de l'île, Marbeuf. La famille Bonaparte n'était pas très riche, mais donna naissance à 11 enfants, dont seuls 8 survivront. Joseph, Napoléon, Lucien, Jérôme, Louis, Mariana Elisa, Pauline et Caroline. Ils habitaient dans une petite maison, au rez-de-chaussée ainsi qu'au premier étage. Le second étage étant occupé par d'autres membres de la famille, des cousins avec lesquels les relations se dégradèrent. La mère de Napoléon était une femme dotée d'une main de fer, inculquant quelques valeurs à l'usage de la fessée notamment. Elle avait une forte discipline, mais grâce à cette éducation, Napoléon dira plus tard,
Tout ce que j'ai fait de bien dans ma vie, je le dois à ma mère. Napoléon était un jeune homme intrépide, aventureux, querelleur, mais sa mère veillait sur lui. Napoléon était en quelque sorte le petit diable de la famille. À cet âge-là, il possédait déjà une volonté de fer. À l'âge de 5 ans, il entra à l'école comme externe au pensionnat des sœurs Béguines d'Ajaccio. Il apprit dans cette école à lire et à écrire l'italien. Il aimait le travail, mais surtout les calculs. On le surnomma même le mathématicien. Plus tard, il quitta le pensionnat pour l'école jésuite de la Béréco. À 8 ans, Bonaparte manifestait une très forte passion pour les maths. Aux récréations, il pouvait même griffonner des équations sur les murs. Napoléon exprimait aussi une forte passion pour l'histoire antique. Il reconstituait même des batailles avec les autres enfants. Cependant, il sortait toujours vainqueur lors des jeux, il faisait preuve d'un fort caractère déterminé, mais ce qu'il adorait surtout étaient les militaires. C'était même un rêve. Il assistait à la relève des gardes le soir, mais se mêlait aussi dans les rangs des soldats, avec son fusil et son petit sabre en bois. Il fut attiré par le métier de militaire qu'il admirait tant. Mais se produisit une chose assez incroyable. Napoléon fut envoyé dès l'âge de 9 ans en France à l'école militaire de Brienne. Une école en quelque sorte pour enfants issus de la noblesse, peu fortunés, qui se destinaient à l'armée. Il en existait 12 comme celle-ci en France. Il ne parlait alors aucun mot de français. Brienne était une haute école militaire qui se situait en Champagne, dans le nord-est de la France. Une école où régnait une discipline de fer. Il allait y demeurer pendant au moins 5 ans, dans un isolement presque total. Mais grâce à cette éducation, il allait alors enfin parler français, mais aussi le latin, étudier les auteurs classiques, l'histoire de l'Antiquité et celle de la France. Dans cette école, les élèves vivaient dans une cellule de 2 mètres carrés, avec juste un lit et une seule couverture, mais aussi des chaises, des armoires. À Brienne, Bonaparte était un jeune homme batailleur, orgueilleux, mais aussi solitaire. Il souffrait d'être privé d'une affection avec sa mère, ses frères et sœurs. En raison de ses origines insulaires et sociales, il se sentait comme un être à part, rejeté de tous. Comme il prononçait son nom, Napoglione, alors pour les autres enfants cela devient vite la paillonnée. Alors, bagarres et coups de poing se mirent à pleuvoir. Il se réfugia dans ses rêveries. On peut d'ailleurs noter qu'il connaissait déjà bien l'art du commandement en organisant des jeux militaires. Un épisode connu de la vie de Napoléon est celui de la bataille des boules de neige, dont il prit la tête. En octobre 1784, jugé adepte après avoir passé et réussi l'examen, il entra à l'école militaire de Paris. Il entra en cadet gentilhomme et se révéla excellent dans l'art de l'escrime. Il ne reçut qu'une seule visite, celle de son père. Mais 1 an après, ce dernier, alors atteint d'un cancer de l'estomac, décéda dans la ville de Montpellier. Napoléon et son frère durent alors aider leur mère. Pour s'échapper un peu du monde, il s'adonna à la lecture. Plus tard, il fit reçu à l'examen d'officier, dont il finit 48e sur 58, et devint lieutenant en second dans l'artillerie de Ferré. Il fut affecté à Valence suite à sa demande et alla bientôt devoir participer aux émeutes de 1789, qui se ressentaient de plus en plus en France. Napoléon, quant à lui, espérait que la Corse allait redevenir indépendante avec cette révolution. Il obtint d'ailleurs plusieurs congés, dont il se servit pour retourner sur son île natale. Quand il retourna en Corse en 1789, il fut nommé lieutenant-colonel second de la garde nationale d'Ajaccio. Mais avec Paoli, ce fut un désastre. Ses partisans refusant d'obéir à la convention à laquelle Napoléon avait adhéré avec les siens, la famille Bonaparte fut forcée de quitter l'île car la Révolution française venait de gagner la Corse. Leur maison fut pillée et ruinée. Ils se dirigèrent donc dans la ville de Toulon, le 10 juin 1793. On observe donc un début de vie passionnante, celle d'un jeune enfant qui savait s'imposer, mais la suite allait se révéler être l'ascension de ce que j'appellerais l'aigle. Quand Napoléon débarqua avec sa famille en 1793, la région du Midi était en pleine révolte contre la Convention. Les Anglais occupant Toulon, Bonaparte fut chargé de commander l'artillerie contre Toulon. Il manœuvra habilement et gagna, obtenant ainsi le titre de général de brigade. Il obtint avant la bataille
le grade de capitaine d'artillerie. Il savait très bien galvaniser ses troupes avec sa phrase « Il faut, on doit, j'affirme ». Le plan pour reprendre Toulon était simple, il fallait s'emparer le plus vite possible des forces qui ceinturaient la ville. On pouvait alors pilonner les Anglais. Avant la bataille, les Français avaient 11 500 hommes et 100 canons. Ils eurent 2000 pertes chez les Français, contre 4000 chez les ennemis. Cette victoire permit à Napoléon de marquer le début d'une carrière glorieuse et prometteuse. Le 22 décembre, il fut nommé général de brigade. Il avait à peine 24 ans. Napoléon commença alors à attirer de plus en plus les regards. Mais en 1795, précisément le 13 Vendémiaire, c'est-à-dire le 5 octobre, il dut combattre une insurrection royaliste dans Paris. Ce fut Barras qui demanda de l'aide à Napoléon. Environ 30 000 royalistes, femmes et hommes, marchèrent vers la Convention, ainsi que les Tuileries. En face des royalistes, 8 000 soldats, mais Barras manqua de canons et Bonaparte en fit quérir au camp des Sablons. Grâce à Murat, près de Neuilly, il dirigea alors le combat en personne. L'insurrection fut vaincue. Napoléon fit alors la rencontre de Joséphine de Beauharnais, une jeune femme, déjà veuve, de son mari, feu le vicomte, Alexandre de Beauharnais, qui avait été guillotiné. Elle avait aussi 2 enfants, Eugène et Hortense. Une folle histoire d'amour s'engagea entre eux, et Napoléon l'épousa rapidement. Ce fut en 1796 qu'il demanda sa main. Mais Napoléon n'avait pas le temps de rêver. Il fut nommé en mars 1796 par le Directoire, général en chef de l'armée d'Italie. Il obtint alors 40 000 hommes à son commandement. Ce fut durant cette période qu'il prononça ces mots célèbres. « Soldats, vous êtes nus, mal nourris, je vous conduirai dans les plus fertiles plaines du monde, vous y trouverez honneur, gloire et richesse. » La fameuse campagne d'Italie commença. Il n'avait alors que 27 ans. La bataille allait s'enchaîner rapidement contre les Autrichiens. Tout d'abord Montenotte et Mondovì, puis Lodi et Castiglione. Lodi fut une grande bataille pendant cette campagne, car cette victoire offrit à la France toute la Lombardie. Ce fut du 15 au 17 novembre que commença une bataille importante, celle du pont d'Arcole. Une nouvelle armée autrichienne, sous les ordres de Joseph Alvinzi, entra en Italie pour en refouler Bonaparte. Les forces françaises tentèrent de prendre le village d'Arcole en franchissant l'Alpogne, par un pont sous le feu des forces autrichiennes. Augereau passa la Dige, mais fut repoussé par un feu violent devant le pont d'Arcole, tandis que Masséna s'enlisa dans les marais. Durant les premiers assauts, le général Lannes, à la tête de 2 bataillons de la 58e demi-brigade, tenta de traverser. Ses troupes durent reculer devant la violence du feu ennemi, et leur chef fut blessé par 2 fois. Augereau l'appuya avec 3 bataillons. Lannes dut être transporté à l'ambulance de Ronco pour se faire soigner. Augereau tenta alors d'emmener ses troupes sur la digue, prenant un drapeau, et s'élança le premier, mais les soldats ne le suivirent pas. Alors, commandant de l'armée d'Italie, Bonaparte saisit lui aussi un drapeau, s'élança sur le pont, et l'y planta. Je cite un récit court d'un homme ayant observé la scène. En attendant, le général en chef, instruit de l'état des affaires, s'était déjà avancé lui-même à moitié chemin. On lui apprend les pertes irréparables qu'on vient de faire, l'obstination de l'ennemi, le découragement de nos soldats. Le combat était engagé, il fallait vaincre ou périr. Et il prend un parti digne de sa gloire. Nous le voyons tout à coup paraître sur la digue, entouré de son état-major, et suivi de ses guides, il descend de cheval, tire son sabre, prend un drapeau et s'élance sur le pont au milieu d'une pluie de feu. Les soldats le voient, et aucun d'eux ne l'imite. L'armée française fut victorieuse et resta solidement accrochée dans le nord de la péninsule italienne. Le siège de Mantoue continua et la campagne aboutit courant 1796 à l'éviction des Autrichiens de la péninsule italienne. Napoléon avait alors, en rentrant en France, déjà gagné 20 batailles. Toutefois, en novembre 1796, il entra à Vérone, accueilli comme un libérateur sous de nombreux applaudissements. La foule l'acclama comme un sauveur. Le 17 octobre 1797 fut signé le traité de Campo Formio qui scella la paix en Italie. Puis Napoléon rentra en France et retrouva sa femme Joséphine. Il était auréolé de ses victoires et se vit décerner le titre de commandant de l'armée de l'Angleterre, l'objectif étant d'attaquer l'ennemi dans son propre pays, c'est-à-dire l'Angleterre. Il savait que ce n'était guère facile d'y pénétrer, alors il partit et persuada le Directoire de faire la guerre en Égypte, un pays que Bonaparte admirait avec passion. Il coupera ainsi la route des Indes à l'Angleterre.
Le gouvernement accepta, content de se débarrasser du général Bonaparte qui semblait encombrant. L'armée d'Orient fut alors créée sous les ordres de Bonaparte. Elle comportait 54 000 hommes, en ajoutant à cela des savants, des économistes ou encore des artistes. Ce fut aussi une expédition scientifique. Le 19 mai 1798, une flotte de 150 navires quitta Toulon pour Alexandrie. L'armée s'embarqua pleine de confiance, suivant son général. 20 jours après, elle se trouvait devant l'île de Malte. La décision de prendre cette île de force fut prise. Débuta alors la grande campagne d'Égypte. Il arriva le 1er juillet à Alexandrie et s'en empara. L'armée s'avance en direction du Caire, mais les soldats se heurtent aux Mamelouks le 13 juillet à Chébrez. Cependant, le général Bonaparte, avant d'atteindre la capitale, dut se confronter à une terrible bataille, celle des Pyramides. Ce fut en ce 21 juillet 1798 que se déroule cette bataille sanglante. Les forces présentes du côté français étaient de 18 000 hommes et 72 pièces de campagne, contre 25 000 hommes avec 40 canons et 10 000 cavaliers. L'armée française comportait alors 5 divisions, tandis que les Ottomans et les Mamelouks, eux, avaient sur leur aile gauche 10 000 Mamelouks. À noter au passage une excellente cavalerie. En arrière du champ de bataille, Murad Bey avait un camp près de Humba Bay, avec 20 000 fantassins et une cinquantaine de canons. Une charge de Mamelouks fut donnée sur les carrés français de Dessay. Bonaparte étant au milieu du carré de Dugas, se plaça entre Régnier et le Nil, prenant ainsi à revers la cavalerie adverse. Alors Murad Bey fut coupé du gros de son armée et dut fuir. Cette victoire ouvrit alors la route du Caire, où il entra 2 jours après. Le 1er août, une flotte française fut anéantie dans la rade d'Aboukir par des bâtiments anglais de Nelson. Kléber soumit le delta du Nil, tandis que Dessay vainquit Murad Bey. La Turquie déclara la guerre à la France pour la reconquête de l'Égypte. Le siège de Jaffa, lui, se déroula le 7 mars 1799. Bonaparte, lui, tenta de prendre Saint-Jean d'Acre, mais une épidémie de peste s'installa. Il fut donc contraint de lever le siège. De retour en Égypte, il décida de se venger de l'offense d'Aboukir et bâtit l'armée turque de 18 000 hommes. Bonaparte fut en quelque sorte un Alexandre le Grand durant cette campagne. Outre l'aspect de génie militaire de Bonaparte, il a aussi un aspect administrateur. Il fut bien le digne fils du siècle des Lumières. Bonaparte emporta d'ailleurs avec lui une encyclopédie et y découvrit les secrets de l'Égypte. Il administra l'Égypte comme s'il en avait été son souverain absolu. Mais tandis qu'il s'y trouvait, c'était une France sinistre qui s'installait. Le Directoire était incapable de faire quelque chose. Alors, le 22 août 1799, Bonaparte décida de quitter l'Égypte pour rentrer en France. Il confia le commandement de l'armée d'Orient au général Kléber. Nous avons pu observer le génie et l'admiration du peuple envers Napoléon dans 2 campagnes ainsi que contre des répressions royalistes. Mais dès lors, de retour en France, il décida d'établir une stratégie pour faire un coup d'État. Napoléon trouvait que la France avait changé depuis son départ. Les magnifiques conquêtes faites pendant la Révolution étaient perdues et cela devint une anarchie politique où la corruption régnait. C'était une crise à la fois économique, militaire et politique qui touchait le pays. Les caisses étaient vides, les Français ne faisaient plus confiance en leur monnaie, les Français étaient également touchés au niveau militaire avec une seconde coalition contre la France. Un coup d'État fut alors organisé en secret, prévu pour le 18 Brumaire, à savoir le 9 novembre 1799. Ce coup d'État fut préparé dans la demeure de Joséphine de Beauharnais, rue Chantraine, à Paris, à peu près à l'emplacement entre l'actuelle rue de la Victoire et la rue de Châteaudun. À l'aube ce jour-là, les 2 assemblées des 500 et des anciens devaient se réunir au château de Saint-Cloud sous prétexte d'un complot royaliste. Les élus des 500 refusèrent de modifier la Constitution comme on leur demandait. Ce fut la panique. Napoléon eut beaucoup de mal à se faire entendre. Il fut saisi au collet et dut être évacué par ses grenadiers. Pour information, un grenadier était aussi un grognard, qui était et constituait la garde impériale ou personnelle de l'empereur. Il fut sauvé par son frère Lucien, également dans la salle, qui sortit à son tour en ayant dit de ne pas déclarer Bonaparte comme un hors-la-loi. Il cria aux grenadiers qui attendaient dehors de faire évacuer la salle. Les tambours battaient et le général Murat ordonna d'entrer baïonnette au canon. Murat entra à cheval dans la salle, vêtu de sa belle pelisse de hussard. En entrant dans la salle, il hurla « Citoyens, vous êtes dissous !»
Les députés modifièrent la constitution et Bonaparte fut nommé premier consul, avec les deux autres consuls, à savoir Emmanuel Joseph Sieyès et Roger Ducos. Ce fut la fin du Directoire et le début du consulat. Napoléon s'installa aux Tuileries. Napoléon réussit un coup d'État qui avait failli rater. Il passa de simple soldat à remporter des batailles à lieutenant puis général et devient très populaire, même sauveur de la France, avant de devenir premier consul. On peut noter une ascension rapide pour cet homme avec deux passions, l'amour ainsi que la guerre. Un homme qui fut un génie militaire avec une grande carrière. Napoléon avait décrété qu'il voulait aller vivre aux États-Unis et être scientifique, voire mathématicien. Mais il devint finalement dirigeant de la France. Napoléon fut surtout un fils de la Corse et des Lumières. C'est cette hybridation qui fit son étrange et original génie. Je tiens à rappeler des dates importantes du début de sa vie. Il est né le 15 août 1769, il entra à Brienne le 15 mai 1779, puis à l'école militaire de Paris en 1784. Il fit preuve de génie au siège de Toulon en 1793 et de courage pendant la campagne d'Italie de 1796 à 1797. Enfin, il combattit durant la campagne d'Égypte de 1798 à 1801, puis fit un coup d'État le 9 novembre 1799 et devient premier consul. Et maintenant, nous allons accueillir notre invité, qui est étudiant et s'intéresse beaucoup au monde arabo-musulman et à l'époque napoléonienne. J'accueille ici Bachir. Bonjour Bachir. Bonjour à vous. Nous allons donc parler, et je vais vous poser des questions, sur la première partie de la vie de Napoléon. Vous êtes donc étudiant en collège, et vous intéressez beaucoup au monde arabo-musulman et à cette époque napoléonienne. Oui, effectivement, c'est un de mes passions. Je vais donc commencer par la première question. Selon vous, la campagne d'Égypte a-t-elle permis à Bonaparte de devenir une personne encore plus connue qu'elle ne l'était et de renforcer sa popularité auprès du peuple? Je dirais que oui pour de nombreuses raisons. Il a montré ses talents de commandant à la bataille des pyramides où il a affronté une armée supérieure en nombre de Mamelouks, qui sont l'élite de l'Égypte et de l'Empire ottoman. Il a changé les lois et les cultures d'Égypte datant de plusieurs centaines d'années, et il a notamment permis la découverte de la rose des sables grâce à des savants qui l'avaient amené pour aider à découvrir des ruines de l'Égypte, de l'Antiquité et beaucoup d'autres choses. Pour finir, il a amené au peuple égyptien la civilisation européenne et a transformé le Caire en grande ville européenne. Car il faut bien se dire qu'à cette époque, en Égypte, les villes avaient des infrastructures du milieu du Moyen-Âge, avec presque aucune route, et le seul moyen d'aller d'une ville à l'autre était de rejoindre une caravane de marchands. Et pour ça, il fallait payer beaucoup. Bien. Ensuite, je vais vous poser une seconde question, monsieur. Selon vous, le coup d'État de Napoléon aurait-il pu être un échec? Mais qu'est-ce que cela aurait alors entraîné? Alors, selon moi, si Napoléon avait échoué, les États autour de la France, comme l'Autriche et la Prusse, auraient sûrement pu nous attaquer avec leurs nombreuses raisons de nous attaquer depuis la création de la République, modifiant ainsi la géopolitique actuelle. Les grands lycées, le franc germinal et les autres créations qu'a fait Napoléon sur la France n'auraient donc pas eu lieu. Nous serons sûrement moins avancés technologiquement qu'aujourd'hui au niveau scolaire et économique. Sans oublier que Napoléon a aussi créé les grandes routes menant à toutes les villes de France, dont l'infrastructure s'en est vue modifiée au cours des années. D'autres bâtiments aussi n'auraient pas vu le jour, ou leur même nom, comme la gare d'Austerlitz, ou la fondation Napoléon, et beaucoup d'autres bâtiments et fondations. Les reconstitutions historiques comme la bataille de Waterloo, Austerlitz, qui ramènent beaucoup de personnes de nombreux pays pour chaque année. Effectivement. Puisque de toute façon, depuis la création de la République, on peut observer une manifestation de beaucoup, puisque tout autour de l'Europe, il faut le rappeler, ce sont des monarchies européennes, tandis qu'en France, il faut le dire, c'est une république. Alors que tout autour, nous avons les monarchies en Angleterre, une monarchie en Autriche, nous avons quand même plusieurs monarchies. Donc il faut dire quand même que les différentes monarchies, je vais encore utiliser le mot, autour de la France, sont quand même bien dirigées, à quand même attaquer. Il va y avoir quand même plusieurs coalitions, jusqu'à la dernière coalition, contre Napoléon quand même. Il faut dire qu'il va y en avoir quand même
un beau paquet. Puisqu'il faut dire aussi, la France va redevenir aussi encore une monarchie avec la Restauration à la fin. Puisque ce sera qu'en 1870 à peu près que la France va redevenir une république. Puisque nous aurons aussi la Seconde République, mais qui qui va durer que 4 ans. Puisqu'ensuite nous aurons le retour, avec encore un coup d'état de Napoléon III. Du coup, nous adopterons définitivement la République, ce sera la Troisième République, en 1870. Bien, eh bien, vous n'avez pas d'autre chose, monsieur, à nous dire? Du Non. coup, je vais vous dire, merci de nous avoir, merci d'être venu. Eh bien, je vous dis à une prochaine fois, monsieur. Au revoir, monsieur Bachir. Au revoir. Eh bien, c'est fin. Nous nous retrouvons dans un prochain épisode consacré à Napoléon, plus tard, pour découvrir la suite. On pourra découvrir donc le visage d'un homme seul contre toute une Europe monarchique. Merci d'avoir regardé ce premier épisode en espérant qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Et donc, je vais vous dire une chose. Dans le prochain épisode, nous découvrirons un grand personnage de l'Antiquité. Merci à vous. Tchuss!